Cet organigramme est totalement ridicule d'un point de vue scientifique, c'est absolument démesuré. Le problème, c'est que c'est véhiculé par la plus grande revue au monde. L'ensemble des coureurs vont croire ce genre de choses-là. En fait, il y a beaucoup de détaillants qui vont baser leurs prescriptions sur ce genre d'organigramme-là aussi. Il y a présentement une pyramide de prescription, d'organisation des connaissances qui est biaisée, parce qu'il faut pas se leurrer. En fin de compte, l'ensemble des compagnies qui ont leurs chaussures ici, ils ont tous payé pour avoir leur nom à ce niveau-là. Et s'ils payent assez, ben, ils sont aussi editor choice, le choix de l'éditeur. 70. Ouais. Ils sont tous à 70, mais il y en a un, il arrive à 70 et sa vitesse à laquelle il court pour utiliser 70% de son VO2 max, c'est 20 km à l'heure. L'autre, parce qu'il est plus économique, il a le même VO2, mais lui, il peut courir à 21 km à l'heure. Alors s'il court à 20 km à l'heure comme l'autre, il n'utilisera pas son VO2 max, il va être un peu en dessous, il va pouvoir tenir plus longtemps, justement. C'est ce qu'on dit des fois dans le jargon, on dit cette personne, c'est plutôt un diesel, c'est-à-dire qu'il ne va pas très vite, mais il le tient cette très longtemps, vitesse, ouais, exactement. Mais après ça aussi, en marathon, tu as plein d'autres facteurs, hein, surtout en ultra, qui sont psychologiques, qui sont la tolérance à la douleur, c'est les facteurs les plus limitants. Hein. Moi, c'est pour ça que je vais faire de l'ultra. Je suis tellement mauvais au niveau de mon VO2 que je pense que je pourrais tenir le coup psychologiquement. En fait, l'économie de course, même entre elles, c'est une chose essentielle. La seule chose, c'est qu'elle se définit autrement. Entre elles, l'économie de course, c'est la lecture du terrain principalement. Mais si on isole le running economy, l'économie de course, c'est beaucoup la lecture. Pas lever le pied pour rien, alors bien lire et être économique dans la manière dont tu bouges. Tandis que sur le marathon, le poids de la chaussure a une plus grande influence. La consistance de la biomécanique est plus importante. Les courses au Canada, le trail justement, est-ce que ça s'est beaucoup développé comme chez nous en France et que maintenant c'est quasiment moitié-moitié? Pas encore. Pas encore. Mais on est dans une ascension importante. On va aller tout droit. Oui. Pourtant, on pourrait croire que vous êtes plus nature compte tenu de tous les espaces que vous avez, les forêts. Mais tu sais, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a un rude hiver. Alors nous, l'hiver, on fait de la raquette. On fait des courses de raquettes. Il y a plein de courses de raquettes organisées. Et ça nous fait un peu casser le trail. Toi, Là, j'étais à New York il y a 3 semaines pour le marathon. J'ai rencontré des trailers et leur rêve, c'est de faire l'UTMB. Les Templiers, pour eux, ce sont des courses mythiques. Ils les connaissent toutes et ils ont envie de venir ici en France faire ces courses-là. La barrière horaire, c'est-à-dire il casse et il arrête. Oui, alors Grégoire Millet a fait une étude bien intéressante là-dessus. En fait, les deux populations de coureurs qui abandonnent le plus, c'est les premiers 10 centiles. Les premiers 10 centiles. Donc les athlètes de haut niveau. Et le dernier quart. Et la raison pour ça, c'est que le dernier quart, ils sont juste pas s'entraîner, ils sont pas en forme, ils abandonnent parce que... Mais le premier, c'est parce qu'ils dosent mal. Ils ont des expectations, ils ont des attentes. Et ils partent un peu trop vite. Non, mais c'est surtout qu'ils cassent, mais après il se dit à quoi bon terminer puisque je rate cette course, mais au moins dans 15 jours je peux en faire une autre. Voilà, s'il va au bout, il va s'épuiser surtout sur un ultra. Et enchaîner sur la Réunion. Tu te dis au moins j'enchaîne un autre et puis eux c'est un peu leur gagne-pain aussi. Donc il vaut mieux abandonner plutôt qu'arriver 11e où il n'y a plus de prime et toucher de l'argent 15 jours ou 3 semaines après. Donc c'est une gestion qui est plus commerciale, on va dire. Toi, l'esprit trail, qui est tu pars, tu fais une course, c'est dans le plaisir, on n'y a pas l'aspect compétition, c'est plus ça là. Je suis désolé. Ça a changé, mais c'est... Après les gens disent oui, ça... puis dès qu'il va y avoir de l'argent, ça va encore changer, les Kenyans vont arriver et ça va être encore un autre truc. Les Kenyans ils sont prêts à venir, dès qu'il y a des sous. Eux courir à l'altitude, ça leur fait pas peur. Moi mais j'ai hâte de voir comment ils vont gérer les 160. Tu sais, il y a quand même... on parle avec Grégoire Millet, puis il dit recruter les futurs ultra-trailers, il faut aller à l'île de la Réunion, dans les Pyrénées, les populations qui ont fait du dénivelé, qui sont dans la montagne. C'est pas tout à fait les mêmes qualités. Justement, Blaise, tu es un peu le chantre du minimalisme et on voit les gens qui sont là, il y a
même pas la moitié, peut-être un tiers seulement qui sont en minimaliste. Ouais. Et j'ai vu que tu étais assez tolérant à ça. D'ailleurs, on l'a vu dans ta conférence en disant ben, si vous ne vous blessez pas, ne venez pas au minimaliste, continuez comme ça. Ouais. Justement, le message est en train de passer auprès des kinés. Tu es un peu un pèlerin avec ton bâton et tu viens à travers les différents pays répandre la bonne parole. Est-ce qu'elle est toujours bien écoutée? Est-ce que tu as des retours, je veux dire notamment par Facebook? Est-ce que les gens te disent écoute, depuis que j'ai vu ta conférence, je suis passé au minimalisme ou des choses comme ça? J'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. En fait, moi je pense que le débat n'est plus sur minimaliste, maximaliste. Il est sur combien biaisé on est par les influences commerciales. Et combien on nous rabroue des choses qui n'ont aucun sens sur le fait de devoir acheter des chaussures à haut prix, technologiques, absorbantes et ainsi de suite. Mais comme je le disais dans la conférence, tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, tu es habitué à une chaussure X parce que c'est ça qu'on t'a vendu dans le temps, ben c'est pas le temps de changer tes habitudes parce que si tu changes tes habitudes, tu cours le risque de développer des petits problèmes, ou etc. Et puis, par contre, accepter l'adaptation aussi. Oui. Tu parlais d'adaptation, de surtout pas changer d'un coup. Exactement. Oui. Mais l'autre chose aussi, pour moi, qui est essentielle, en fin de compte, c'est que c'est pas normal qu'on ait, par exemple, 95% de gros chaussures sur le marché actuellement. Et il y a un problème à quelque part. C'est là qu'on voit les influences commerciales parce que, tu sais, quelqu'un qui est habitué à sa grosse chaussure, il n'y a pas de problème, on ne change pas, mais quelqu'un qui devrait commencer en minimaliste. Et pourtant, on ne dit surtout pas, si tu cours, tu es un débutant, tu vas attaquer du talon, ça te prend de l'absorption et de la protection. Il n'y a pas de logique scientifique en arrière de ça, ni de logique clinique. C'est une logique qui s'est construite sur un marketing efficace, disons, et qui fait en sorte que, et que maintenant, ben, la majorité des gens, c'est ça. Bon, merci Blaise. Regarde, c'était cool le job. Oui.